Au cours du Crétacé terminal, il y a environ 72 à 66 millions d'années, l'Amérique du Nord présentait un paysage radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le monde naturel du Maastrichtien, dernière étape du Crétacé, était le théâtre d'une extraordinaire richesse écologique qui allait bientôt être bouleversée par l'impact cataclysmique d'un astéroïde. Pour bien comprendre les derniers jours du Tyrannosaurus rex, il est indispensable de plonger dans cet environnement, d'en explorer le climat, les reliefs, la végétation et la biodiversité qui ont façonné le destin de ces créatures fascinantes. Sur le plan climatique, le Crétacé terminal était caractérisé par une température relativement élevée à l'échelle globale, résultat d'une planète au régime climatique chaud et humide. La Terre ne connaissait pas alors de calotte glaciaire polaire permanente, ce qui expliquait une remontée conséquente du niveau des mers. En Amérique du Nord, la température moyenne se situait probablement autour de 20 à 25 degrés Celsius, subtropicale, voire tropicale, selon les régions. Les saisons étaient moins marquées qu'aujourd'hui, mais des fluctuations climatiques modérées existaient, influençant directement la faune et la flore. Le relief nord-américain, pendant ce Maastrichtien, était aussi bien différent du terrain accidenté moderne. Une immense mer intérieure, connue sous le nom de mer de Western Interior Seaway, traversait le continent du nord au sud, divisant en deux la masse continentale. Cette mer peu profonde limait les contours actuels et créait deux vastes terres émergées, l'Aramidia à l'ouest et Appalachia à l'est. Cette barrière maritime mouvante jouait un rôle essentiel dans la répartition des espèces. La mer s'étendait sur des milliers de kilomètres, reliant l'Arctique à l'océan Golfe du Mexique, créant des écosystèmes marins très riches et affectant le climat côtier par effet modérateur. Sur les terres émergées, le régime du drainage était encore primitif, peu canalisé par un réseau fluvial complexe. Les plaines inondables, zones marécageuses et deltas se développaient abondamment, offrant une mosaïque de milieux humides favorables aux plantes. Par ailleurs, les chaînes montagneuses actuelles comme les Rocheuses étaient en cours de formation, avec des activités tectoniques intenses qui influençaient le climat local et la distribution des habitats. La végétation, socle de l'écosystème, était dominée par des groupes de plantes très différents de ceux qui cohabitent aujourd'hui. Les forêts du Crétacé terminal étaient luxuriantes, parfois à la fois tropicales et tempérées, en fonction des latitudes. Au sein de ces forêts, les gymnospermes, notamment les conifères, gingos et cicadales, étaient omniprésents, formant souvent la canopée. Ces arbres hautement résistants constituaient la base alimentaire indirecte pour une grande partie de la faune. Toutefois, une révolution botanique marqua cette époque. L'essor des angiospermes, ou plantes à fleurs, qui avaient fait leur apparition plus tôt dans le Crétacé moyen. Ces fleurs offrent un avantage évolutif majeur, grâce à leur stratégie de reproduction plus efficace, notamment avec le rôle croissant des insectes pollinisateurs. Au Maastrichtien, ces angiospermes se multipliaient rapidement, colonisant les sous-bois et même les zones ouvertes, générant ainsi de nouvelles niches écologiques. Cette diversification végétale a profondément transformé les paysages, ouvrant la voie à une hausse notable de la biodiversité animale. Parmi les autres plantes marquantes, on trouve également de grandes fougères et les prêles, complétant la végétation basse et les sous-bois humides. Ce mélange dense de végétation assurait un habitat riche en nourriture, abris et zones de reproduction pour les différentes espèces d'herbivores qui peuplaient ces terres. La biodiversité animale reflétait quant à elle la complexité de ces écosystèmes. À côté des dinosaures bien connus,
Un éventail impressionnant de reptiles volants, les ptérosaures, régnait dans le ciel, tandis que la mer intérieure abritait des ammonites, mosasaures et une faune marine diversifiée. Sur Terre, les dinosaures herbivores et carnivores se partageaient les ressources, évoluant en un équilibre délicat. Les herbivores incluaient des hadrosaures, reconnaissables à leur bec en canard et capables de se déplacer en troupeau. À leur côté, les cératopsiens, caractérisés par leurs imposantes collerettes osseuses et leurs cornes, imposaient leur présence dans la végétation dense. Les ankylosaures, protégés par de lourdes plaques osseuses et une massue caudale, formaient une autre catégorie d'herbivores robustes. Ces différents groupes colonisaient différents milieux, créant des interactions écologiques complexes avec la végétation et les autres espèces. En tant que superprédateur, Tyrannosaurus rex dominait la chaîne alimentaire. Mais il n'était pas l'unique grand carnivore. De nombreux autres théropodes, parfois moins imposants mais tout aussi significatifs, partageaient ces terres. De même, de vastes crocodiliens et d'innombrables petits mammifères commençaient à diversifier la faune terrestre, tout en restant encore largement en retrait devant la domination des dinosaures. Ainsi, le Crétacé terminal nord-américain était un monde vibrant, empli d'une vie foisonnante et d'une multitude d'écosystèmes variés, façonnés par un climat chaud, des reliefs en évolution et une végétation capable de rivaliser avec les plus riches forêts modernes. Ce décor naturel imposant offrait à Tyrannosaurus rex et ses contemporains le théâtre d'une histoire paléontologique fascinante, riche en interactions, adaptations et défis. Cette plongée dans les paysages du Maastrichtien nord-américain pose ainsi la pierre angulaire de notre exploration approfondie des écosystèmes de cette époque. Nous comprendrons bientôt comment ces milieux variés ont évolué au fil du temps, avant l'ultime extinction qui s'abattit sur ces géants. En gardant à l'esprit la complexité et la beauté de ce monde disparu, nous préparons notre voyage dans les écosystèmes du Crétacé tardif pour décrypter la vie, les luttes et les adaptations des formes de vie qui coexistaient juste avant le déclin final. Transitionnant de cette vue d'ensemble sur le paysage naturel, nous allons maintenant concentrer notre attention sur les principaux écosystèmes du Maastrichtien, en mettant en lumière leur dynamique et transformation avant la grande extinction qui marquera la fin du règne des dinosaures. Au cours du Maastrichtien, la dernière étape du Crétacé terminal, l'Amérique du Nord était un véritable patchwork d'écosystèmes variés et dynamiques, témoin d'une biodiversité foisonnante qui allait connaître des transformations majeures à l'aube de l'extinction massive. Cette période, située entre environ 72 et 66 millions d'années, est marquée par des paysages contrastés où les interactions entre climat, géologie et vie animale et végétale tissaient la trame d'un monde complexe et en perpétuelle évolution. Pour mieux saisir l'environnement dans lequel vivait le Tyrannosaurus rex et ses contemporains, il est essentiel d'examiner les principaux types d'écosystèmes qui structuraient cette ère et de comprendre comment ceux-ci ont évolué à mesure que la planète approchait de la crise écologique finale. L'un des écosystèmes les plus emblématiques du Maastrichtien en Amérique du Nord était la grande plaine côtière qui bordait la mer intérieure, la Western Interior Seaway. Cette étendue marine peu profonde séparait le continent en deux masses terrestres distinctes, l'Aramidia à l'ouest et Appalachia à l'est. Les plaines côtières de l'Aramidia, plus étudiées notamment grâce aux nombreuses découvertes paléontologiques, étaient parsemées de zones marécageuses, de forêts denses et de rivières sinueuses. Ces habitats nourrissaient une faune terrestre abondante, où les dinosaures herbivores, comme les hadrosaures et les cératopsiens, prospéraient aux côtés d'imposants carnivores, comme le T-Rex.
Dans ces forêts subtropicales, dominées par des conifères, des fougères et les premiers angiospermes florifères, les conditions étaient favorables à une grande diversité biologique. On y trouvait aussi des marais et des deltas riches en nutriments, qui constituaient des zones idéales pour la nidification et la croissance des jeunes reptiles et dinosaures. Ces environnements humides et complexes offraient de multiples niches écologiques, du sol forestier encombré aux clairières baignées de lumière. Les régions plus éloignées de la côte, vers l'intérieur des terres, présentaient un écosystème légèrement différent, avec des collines basses et des reliefs modérés. La végétation y était un peu plus ouverte, permettant l'existence de vastes communautés d'herbivores qui migraient le long des rivières et des plaines fertiles. Ces mouvements saisonniers, bien que moins prononcés qu'aujourd'hui, favorisaient des interactions écologiques diverses, stimulant la compétition et la prédation. À l'est, de l'autre côté de la Western Interior Seaway, l'écosystème d'Appalachia était plus isolé et moins bien connu, probablement caractérisé par une flore plus subtropicale, avec moins de contact direct avec les grands dinosaures carnivores du continent ouest. La séparation géographique induite par la mer intérieure a joué un rôle majeur dans la diversification des espèces et l'évolution divergente des populations animales. Un autre type d'écosystème important au Maastrichtien était constitué par les plaines intérieures nordiques, notamment dans les actuelles provinces canadiennes, comme l'Alberta. Ces zones étaient dominées par des forêts palmées et des végétations variées, où de nombreux dinosaures herbivores faisaient partie intégrante de la communauté, et où le T-Rex régnait en maître en prédateur ultime. Les conditions climatiques y favorisaient une productivité biologique élevée, avec des chaînes alimentaires complexes et interconnectées. L'évolution de ces écosystèmes était cependant marquée par plusieurs facteurs perturbateurs, posant les bases des changements radicaux imminents. D'une part, des modifications du niveau des mers, secondaires aux variations climatiques mondiales et à l'activité tectonique intense qui formait les montagnes rocheuses, affectaient directement les zones côtières et les habitats marécageux, entraînant des déplacements de communautés végétales et animales. D'autre part, le volcanisme actif dans certaines régions, notamment dans l'ouest du continent, influençait la qualité de l'atmosphère et des sols, contribuant à modifier l'environnement local. Ce volcanisme était associé à des éruptions à répétition, qui pouvaient provoquer des tempêtes de cendres et des perturbations temporaires des habitats terrestres. Parallèlement, les fluctuations climatiques, quoique encore modestes sur cette période, commençaient à engendrer une diversité de microclimats, favorisant certaines plantes et animaux et mettant en pression d'autres groupes moins adaptés. Ce phénomène a probablement accéléré certaines évolutions et disparitions locales, avant même l'impact de l'astéroïde. La dynamique écologique à l'échelle du Maastrichtien fait aussi émerger une complexité croissante des interactions entre espèces. Par exemple, la diversification des angiospermes a accru la disponibilité alimentaire et la complexité habitatique. Cette richesse végétale soutenait une variété d'insectes qui, à leur tour, entretenaient des interactions avec les petits mammifères et certains dinosaures, créant des réseaux trophiques sophistiqués. De même, la compétition pour les ressources entre grands herbivores et les pressions exercées par les grands carnivores, comme le Tyrannosaurus, modulaient les comportements et les distributions des populations. Les dernières phases du Maastrichtien ont aussi vu un léger déclin et un renouvellement de certaines espèces. Certaines lignées de dinosaures semblaient stagner, tandis que d'autres, plus spécialisées, apparaissaient. Ceci suggère un contexte évolutif, à la fois dynamique et fragile, annonciateur des bouleversements majeurs à venir. En somme, les écosystèmes du Maastrichtien en Amérique du Nord étaient le fruit d'un équilibre délicat
entre climat chaud et humide, flexion du niveau des mers, forces tectoniques et une diversité biologique spectaculaire. Ils offraient un cadre riche et varié pour la vie de certaines des espèces les plus emblématiques du Crétacé, dont le fameux Tyrannosaurus rex. Mais ce tableau idyllique était sur le point d'être irrémédiablement transformé. C'est cette complexité écosystémique, sa fragilité progressive et son impact sur les espèces du Crétacé terminal que nous explorerons à présent. Nous plongerons en détail dans la vie de ce prédateur emblématique et dans les relations qu'il entretenait avec son milieu et ses congénères, tout en retraçant l'évolution de ses habitats dans les dernières heures avant l'extinction. Héros incontesté des écosystèmes du Crétacé terminal, le Tyrannosaurus rex occupait une place unique et fascinante au sommet de la chaîne alimentaire nord-américaine. Pour saisir pleinement son rôle écologique, il est essentiel d'explorer en détail sa morphologie exceptionnelle, ses incroyables adaptations et ses capacités sensorielles qui faisaient de lui un chasseur redoutable et un prédateur dominant dans un monde en constante évolution. En premier lieu, la morphologie de T-Rex illustre parfaitement son statut de superprédateur. Ce théropode massif pouvait atteindre une longueur moyenne de 12 à 13 mètres, pour une hauteur au niveau des hanches d'environ 4 mètres, et un poids estimé entre 8 et 10 tonnes. Son crâne impressionnant, long de près d'1,5 mètre, était renforcé par une structure osseuse, robuste, capable de supporter des forces de morsure colossales. En effet, les études biomécaniques montrent que la mâchoire du T-Rex exerçait une force de morsure pouvant atteindre jusqu'à 35 000 newtons, soit l'une des plus puissantes jamais mesurées chez un animal terrestre. Les dents de T-Rex, souvent comparées à des bâtons de dynamite, étaient longues, coniques et robustes, idéales pour perforer les os et déchiqueter la viande. Leur emplacement stratégique sur la mâchoire lui permettait de saisir fermement sa proie et d'exercer une pression suffisante pour briser les os, facilitant l'accès à la moelle osseuse nutritive. Cette capacité digestive était un atout majeur pour exploiter une large gamme de proies, et même pour se nourrir de carcasses déjà mortes, soulignant un régime opportuniste mêlant chasse active et charognage. Sur le plan locomoteur, T-Rex possédait des membres postérieurs puissants et bien adaptés à la bipédie. Bien que son allure ne fût pas celle d'un coureur de fond ultra rapide, estimé à des vitesses de déplacement allant de 17 à 27 km/h, cette vitesse était amplement suffisante pour chasser efficacement de nombreuses proies du Crétacé terminal. Sa colonne vertébrale rigide, associée à une musculature développée, lui conférait un équilibre optimal, permettant de stabiliser son corps lourd lors de mouvements rapides et soudains. Par contraste, ses membres antérieurs, bien que parfois jugés ridicules, étaient en réalité adaptés à des fonctions spécifiques, telles que saisir fermement des morceaux de chair ou aider à monter sur une carcasse. Ses bras compacts, munis de 2 griffes puissantes, reflétaient une compensation fonctionnelle, combinant force et précision. Mais au-delà de la force brute et de la taille imposante, ce qui a véritablement démarqué Tyrannosaurus rex au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont ses capacités sensorielles avancées. Grâce à des fossiles remarquablement conservés, les chercheurs ont pu étudier la structure interne de son crâne et en déduire des qualités sensorielles hautement développées. Son cerveau, bien que petit en proportion par rapport à son corps, était doté d'un bulbe olfactif particulièrement développé, signe d'un odorat très affûté. Ce sens olfactif lui permettait de localiser des proies ou des carcasses sur de grandes distances, un avantage décisif dans un environnement où la compétition alimentaire était féroce. Le système visuel de T-Rex présentait également des traits remarquables. Ses orbites étaient orientées vers l'avant, conférant un champ de vision binocularisé, ce qui est rare chez les dinosaures. Ce type de vision
permettait une perception précise de la profondeur et des distances, essentielles pour évaluer la trajectoire d'une proie lors de la chasse. Cette aptitude visuelle rapprochée était renforcée par des yeux proportionnellement assez grands, suggérant qu'il pouvait aussi bénéficier d'une bonne vision nocturne ou crépusculaire. Ajoutons à cela un système auditif développé, adapté pour percevoir des sons à basse et moyenne fréquence, potentiellement pour détecter le bruit de mouvements subtils dans son environnement, qu'il s'agisse de proies en fuite, de rivaux ou d'autres dangers. Cela indique que T-Rex était un chasseur autant basé sur l'observation que sur sa perception sensorielle multidimensionnelle. Au-delà des sciences dures, les indices fossiles et les études comparatives modernes tendent à montrer que T-Rex n'était pas un prédateur solitaire et brutal, simplement guidé par des instincts primitifs. Sa taille sociale reste un sujet de débat, mais certains paléontologues suggèrent qu'il pouvait exhiber des comportements complexes, incluant des interactions sociales, la défense territoriale, voire une forme rudimentaire de communication au sein de groupes familiaux, ce qui aurait renforcé son efficacité écologique. Le rôle écologique de Tyrannosaurus rex est donc multiple. En tant que superprédateur, il régulait les populations d'herbivores comme les tricératops, les hadrosaures ou les ankylosaures, participant à l'équilibre des écosystèmes terrestres. En consommant également des carcasses, il contribuait au nettoyage des milieux et au recyclage des nutriments. Cette double fonction de chasseur et charognard faisait de lui une pièce indispensable du réseau trophique. À l'échelle des paysages du Crétacé terminal, T-Rex incarnait l'expression ultime d'une adaptation évolutive pointue, fruit de millions d'années de pression sélective, d'interactions écologiques complexes et de changements environnementaux. Sa puissance physique, son acuité sensorielle et son intelligence potentielle faisaient de lui un exemple exceptionnel de superprédateur. En observant désormais ses caractéristiques physiques et comportementales, nous sommes mieux équipés pour comprendre l'impact qu'avait T-Rex sur ses proies et rivaux. Ces éléments prépareront le terrain pour l'analyse approfondie des relations proie-prédateur qui seront détaillées dans la prochaine section, dévoilant notamment les stratégies de chasse, les choix alimentaires et les adaptations réciproques entre ce prédateur légendaire et les autres habitants du Crétacé terminal. Dans les vastes paysages du Crétacé terminal en Amérique du Nord, la relation entre prédateur et proie constituait le véritable fil conducteur des interactions écologiques. Au sommet de cette pyramide se trouvait le Tyrannosaurus rex, un prédateur redoutable dont l'impact sur son environnement résultait en grande partie de ses relations complexes avec plusieurs espèces herbivores caractéristiques de son époque. Pour comprendre l'équilibre subtil qui régulait ces interactions, il est essentiel d'identifier précisément les proies majeures du T-Rex, d'en décrire leurs caractéristiques biologiques, leurs adaptations défensives et les dynamiques qui découlaient de ces conflits de survie. Parmi les victimes potentielles les plus souvent associées à T-Rex, le Tricératops occupe une place primordiale. Ce dinosaurien cératopsien était une puissance de la végétation du Maastrichtien, reconnaissable immédiatement par sa large collerette osseuse rigide, ceinture de protection et bouclier contre les attaques, ainsi que par ses 3 imposantes cornes faciales. Mesurant environ 9 mètres de long et pesant jusqu'à 6 à 12 tonnes, Tricératops n'était pas une proie facile. Sa morphologie caractéristique lui permettait de se défendre efficacement contre les grands carnivores. Lorsqu'il se dressait face à un prédateur, ses cornes pouvaient infliger des blessures sévères, tandis que sa collerette osseuse protégeait son cou, ciblé fréquent des attaques. Cette résistance physique a probablement nécessité que le T-Rex adapte ses techniques de chasse,
cherchant des opportunités pour surprendre ou fatiguer sa victime, ou encore exploitant des individus jeunes, blessés ou malades, au lieu de s'attaquer aux adultes vigoureux. Un autre groupe fondamental de proies pour Tyrannosaurus était constitué par les hadrosaures, et plus spécifiquement l'Edmontosaurus, l'un des hadrosaures les mieux connus et les plus communs du Crétacé nord-américain. Ces dinosaures, souvent appelés dinosaures à bec de canard à cause de leur museau aplati, étaient herbivores spécialisés capables de se déplacer rapidement en troupeau. Leur taille imposante, atteignant jusqu'à 12 mètres de long, et leur agilité relative dans la fuite leur conféraient une défense par le nombre et la mobilité. Néanmoins, des traces de morsures sur fossiles et des pathologies osseuses suggèrent que Tyrannosaurus ciblait également ces herbivores, sans doute par l'absorption rapide grâce à leur abondance et leur présence en groupe. Edmontosaurus fournissait une ressource alimentaire critique et pouvait être chassé en opportunité où le prédateur repérait les jeunes, malades ou isolés. Par ailleurs, les ankylosaures, en particulier des espèces proches de l'Ankylosaurus, représentaient une catégorie d'herbivores blindés, parfaitement adaptés à la défense contre les carnivores. Ces quadrupèdes robustes, caractérisés par une armure osseuse épaisse et une massue caudale, capable d'infliger des coups puissants, pesaient jusque 6 tonnes pour une longueur d'environ 7 à 8 mètres. Cette protection passive et active, combinée à leur comportement prudent, complique la prédation du T-Rex. Pourtant, des traces de morsures trouvées sur certains fossiles d'ankylosaures montrent qu'il existait bel et bien des confrontations, parfois violentes. Ces combats difficiles pourraient expliquer certaines blessures et traumatismes observés chez les tyrannosaures eux-mêmes, témoignant d'une relation de prédation loin d'être unilatérale. Les hadrosaures et cératopsiens n'étaient pas les seules proies potentielles du T-Rex. D'autres herbivores plus petits ou moins abondants, comme les pachycéphalosaures, avec leur crâne ossifié en forme de dôme, pouvaient, eux aussi, entrer dans le régime alimentaire opportuniste de ce prédateur, même si ces derniers n'étaient pas des cibles principales, du fait de leur taille modeste et de leur agilité. Leur inclusion probable dans le régime alimentaire souligne la capacité adaptative de T-Rex à exploiter diverses ressources. L'étude des marques de morsures, des fractures et des lésions sur les ossements fossilisés des proies permet de reconstituer certains comportements de prédation. Par exemple, les traces localisées sur les côtes et les membres suggèrent que Tyrannosaurus privilégiait les zones moins protégées afin de neutraliser rapidement sa proie. Les morsures répétées sur les cages thoraciques indiquent un effort ciblé pour immobiliser ou affaiblir l'animal, avec parfois des séquences de morsures qui témoignent d'attaques répétées ou progressives. Sur le plan comportemental, la relation entre le T-Rex et ses proies était sans doute marquée par une stratégie d'opportunisme et de patience. Les animaux blessés, malades ou isolés étaient des cibles privilégiées, ce qui reflète un équilibre délicat entre le rôle de chasseur actif et celui de charognard. La prédation directe sur des individus en pleine forme a pu exister, mais elle comportait de grands risques, notamment face aux défenses puissantes des proies. Cela a pu encourager les tyrannosaures à développer une acuité sensorielle fine et un comportement calculé, évitant les confrontations frontales trop violentes. Le contexte écologique de ces relations se complique également par la dynamique des populations au sein d'une même espèce, et même entre espèces. Chaque interaction participant à modeler la pression évolutive locale. Par exemple, la présence constante de prédateurs comme T-Rex a pu influencer la taille, la vitesse de croissance et même les comportements sociaux des herbivores, forçant ces derniers à adopter des stratégies de défense collective, de camouflage ou de mobilité accrue. En définitive,
Le T-Rex n'était pas simplement un prédateur sanguinaire. Il était au cœur d'un réseau trophique complexe. Sa place de superprédateur s'inscrivait dans un équilibre écologique où ses relations avec des géants comme Triceratops, Edmontosaurus, Ankylosaurus et d'autres herbivores symbolisaient une lutte permanente pour la survie, la reproduction et l'adaptation dans un environnement en perpétuelle transformation. Alors que nous avons exploré la nature des proies et ses interactions, la prochaine étape consistera à étudier plus en détail les comportements de chasse et de charognage du T-Rex, en abordant les controverses scientifiques et les indices fossiles, pour mieux comprendre comment ce prédateur légendaire tirait profit de ses relations dans sa quête incessante de nourriture. Pour comprendre comment Tyrannosaurus rex, ce colossal prédateur du Crétacé terminal, obtenait sa nourriture, il est indispensable d'analyser en détail ses comportements de chasse et de charognage. Ce sujet a suscité de vigoureuses controverses scientifiques au fil des années, alimentées par des interprétations différentes des fossiles et des données paléontologiques. Pourtant, grâce aux avancées récentes en paléobiologie, en imagerie 3D et à l'analyse minutieuse des traces fossiles, il est aujourd'hui possible de dessiner un tableau plus nuancé et complet de la façon dont ce tyrannosaure se nourrissait. La première grande question qui intrigue les chercheurs est la suivante. Tyrannosaurus rex était-il un chasseur actif, un charognard opportuniste, ou combinait-il ces deux modes d'alimentation? Historiquement, certains paléontologues ont émis l'hypothèse que T-Rex était principalement un charognard, inspiré par son apparente corpulence massive et la puissance de ses mâchoires, qui pouvaient briser même les os. Cette théorie suggérait qu'il se nourrissait avant tout des carcasses abandonnées par d'autres carnivores ou des décès naturels, plutôt que de traquer des proies vivantes. Cette idée s'appuyait notamment sur la comparaison avec certains grands reptiles modernes, comme les crocodiles, qui adoptent un comportement de charognards opportunistes. Cependant, cette vision était critiquée par d'autres experts, qui soulignaient que le Tyrannosaurus, avec son cerveau relativement grand et ses capacités sensorielles affinées, semblait adapté à la chasse active, capable de rechercher, localiser et poursuivre ses proies. L'étude des fossiles portant des marques de morsure apporte des preuves particulièrement éclairantes. De nombreux squelettes d'herbivores, tels que Triceratops, Edmontosaurus ou Ankylosaurus, portent des cicatrices de morsure caractéristiques du Tyrannosaurus, parfois sur des zones vitales et dans diverses phases de guérison, ce qui indique que T-Rex s'attaquait à des proies vivantes qui ont survécu à l'attaque initiale. Par ailleurs, certains fossiles de Tyrannosaurus montrent eux-mêmes des blessures cicatrisées compatibles avec des combats agressifs, attestant ainsi des affrontements directs avec d'autres grands animaux. Des analyses plus fines ont permis de distinguer les types de morsures. Certaines sont profondes et localisées, témoignant d'une attaque délibérée pour immobiliser ou tuer, tandis que d'autres ressemblent à des marques d'alimentation post-mortem, suggérant un comportement de charognage complémentaire. Ainsi, T-Rex ne semble pas s'être cantonné à un seul mode alimentaire, mais plutôt avoir adopté une stratégie opportuniste, mêlant chasse et charognage en fonction des circonstances. Un autre aspect important du comportement de chasse est lié à la technique. Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer comment un animal aussi massif pouvait capturer des proies rapides et souvent bien armées. Certaines modélisations indiquent que Tyrannosaurus utilisait sa puissance et sa robustesse pour une course d'attaque rapide sur de courtes distances, afin de surprendre sa victime. Sa vision binoculaire lui permettait de jauger précisément la distance, tandis que son odorat surdéveloppé le guidait vers des proies cachées ou blessées. La puissance phénoménale de sa mâchoire permettait non seulement d'infliger des blessures mortelles,
mais aussi de broyer les os, lui donnant accès à la précieuse moelle osseuse, source de nutriments essentiels. L'aptitude à casser les os distingue Tyrannosaurus rex des autres prédateurs de son temps, conférant un avantage alimentaire crucial. Pour ce qui est du charognage, il est plausible que T-Rex profitait des carcasses disponibles dans son environnement, surtout dans les périodes où la chasse active était plus difficile ou moins rentable. Cette flexibilité alimentaire aurait été un atout majeur face aux fluctuations écologiques et à la concurrence avec d'autres espèces carnivores. Des études récentes sur des sites fossiles montrent aussi que T-Rex pouvait coexister avec d'autres gros carnivores, parfois se disputant la même ressource alimentaire, ce qui suggère un environnement compétitif où le charognage pouvait constituer un moyen supplémentaire de survie. Afin d'affiner ces hypothèses, les paléontologues ont développé des techniques associant la tomographie, la modélisation numérique en 3 dimensions et la comparaison avec des comportements actuels de grands prédateurs. Ces méthodes ont confirmé la complexité du régime alimentaire de T-Rex, composite et opportuniste, et ont contribué à nuancer les débats agités qui ont jalonné l'histoire de la paléontologie des dinosaures. Ainsi, plutôt que de réduire Tyrannosaurus rex à un simple rôdeur charognard ou à un chasseur impitoyable, il apparaît comme un prédateur doté d'une palette comportementale variée, capable d'adapter ses stratégies alimentaires selon les opportunités offertes par son environnement. Cette compréhension approfondie de ses comportements alimentaires prépare dès à présent le terrain à une exploration plus détaillée des espèces herbivores qu'il côtoyait, en particulier les hadrosaures et les cératopsiens, qui évoluaient à l'ombre de ce tyran du Crétacé. Leur étude nous permettra d'appréhender plus finement les interactions écologiques tissées autour de ce prédateur emblématique. Alors que le Tyrannosaurus rex régnait au sommet de la chaîne alimentaire du Crétacé terminal, un étonnant cortège d'habitants vivait à l'ombre de ce prédateur emblématique. Parmi eux, les hadrosaures et les cératopsiens se comptaient parmi les groupes herbivores les plus abondants et diversifiés, formant la base de l'alimentation du tyrannosaure et jouant un rôle clé dans l'écosystème de l'époque. Ce chapitre se propose de reconstituer la vie de ces dinosaures fascinants, en focalisant plus particulièrement sur leur écologie, leur comportement et leur stratégie de survie face à la menace constante du tyran du Crétacé. Les hadrosaures, souvent surnommés dinosaures à bec de canard, représentaient un genre d'herbivores très répandu durant le Maastrichtien. Parmi eux, Edmontosaurus est l'un des plus emblématiques. Il pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Ces dinosaures se distinguaient par leur bec plat et large, qui leur permettait de picorer efficacement une grande variété de végétaux. Leur dentition complexe, composée de batteries dentaires, assurait une mastication efficace, capable de broyer fibres dures et feuillages coriaces. Ces caractéristiques témoignent d'une alimentation très diversifiée, qui englobait sans doute feuilles, branches tendres, fruits, voire certaines plantes aquatiques dans les zones humides. Socialement, les hadrosaures semblaient vivre en groupes importants, voire en troupeaux, se déplaçant de concert à la recherche de nourriture et de sécurité. Des fossiles dispersés et des traces de pistes collectives renforcent cette hypothèse. Cette vie en troupeau avait pour avantage d'améliorer la vigilance collective contre les prédateurs, un comportement social crucial sous la menace constante du Tyrannosaurus. Ces massifs herbivores manifestaient ainsi une stratégie de défense fondée sur la coopération et la force numérique, qui rendait plus difficile l'attaque d'un individu isolé. Parallèlement, les cératopsiens, dont Triceratops est le représentant le plus célèbre, se distinguaient nettement par leur apparence impressionnante.
dotés d'une large collerette osseuse, protectrice à l'arrière du crâne, et de 3 longues cornes. Ces herbivores quadrupèdes pouvaient mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Leur morphologie robuste et leurs armements naturels constituaient une défense efficace contre les attaques de carnivores. La collerette épaisse jouait un rôle protecteur important, notamment pour préserver les parties sensibles comme le cou des attaques, tandis que les cornes pouvaient servir tant à repousser des prédateurs qu'à établir des hiérarchies sociales au sein des troupeaux. De plus, les cératopsiens présentaient des adaptations crâniennes complexes, propices à la mastication d'une végétation dure et fibreuse, éléments essentiels pour leur survie. Les fossiles de Tricératops montrent aussi des marques de blessures cicatrisées, indiquant des confrontations fréquentes avec leurs prédateurs, en particulier des tyrannosaures. Ces combats rapprochés illustraient une relation de prédateur et proie intense, mais aussi une résistance remarquable des proies, qui pouvaient survivre à plusieurs attaques grâce à leur défense naturelle. De nombreuses découvertes paléontologiques ont mis en lumière des indices comportementaux variés chez ces dinosaures herbivores. Par exemple, des sites de nidification et des fossiles d'individus juvéniles appartenant aux hadrosaures suggèrent que ces animaux pratiquaient des soins parentaux poussés, protégeant leurs petits jusqu'à un âge avancé, sans doute un moyen d'assurer la pérennité de l'espèce face à la forte prédation. Les cératopsiens, quant à eux, pourraient avoir vécu en groupes familiaux ou en petits troupeaux solidaires, capables de former une ligne de défense lors des attaques. Leurs comportements sociaux, bien que moins documentés, sont déduits d'analyses complexes des fossiles et du positionnement des restes sur les sites de fouilles. Dans le même temps, la coexistence des hadrosaures et cératopsiens avec un grand prédateur comme le T-Rex signifiait un équilibre écologique délicat. Chacun adoptait des stratégies spécifiques, que ce soit par la vie en groupe, l'usage d'armements passifs ou actifs, ou bien par la vigilance constante, pour minimiser le risque d'attaque. Ces relations ont favorisé un développement évolutif sous pression, où les adaptations défensives des proies et les adaptations offensives du prédateur s'influençaient mutuellement dans une course aux armements naturels. Certaines études suggèrent que ces herbivores pouvaient être particulièrement actifs à l'aube ou au crépuscule, des moments où la lumière était faible et où le Tyrannosaurus exploitait au mieux ses capacités sensorielles développées. Cela indique une dynamique temporelle complexe dans l'utilisation des habitats et des ressources, la prédation et l'évitement alternant sur le rythme circadien. Par ailleurs, la végétation abondante de cette période fournissait à ces dinosaures un festin presque inépuisable, mais aussi des cachettes et des abris naturels. Les forêts denses, les zones marécageuses et les plaines enrichies par les cycles fluviaux offraient des environnements variés où se mouvoir et se nourrir. Cette diversité d'habitats contribuait à limiter la confrontation directe en offrant des parcours d'évasion et en favorisant la dispersion des groupes. En reconstituant la vie à l'ombre du tyran du Crétacé, il apparaît clairement que la survie des hadrosaures et des cératopsiens ne dépendait pas uniquement de leur masse ou de leur défense, mais aussi d'une panoplie de stratégies comportementales complexes. Leur capacité à former des groupes, à interagir socialement, à protéger leur progéniture et à naviguer astucieusement dans des environnements variés reflète l'incroyable vitalité et adaptabilité de ces espèces face à un prédateur redoutable. Cette plongée dans la vie des herbivores prépare la scène pour la prochaine exploration, qui portera sur les rivaux et compétiteurs du Tyrannosaurus rex, révélant ainsi la complexité et la densité d'une communauté d'animaux, tous engagés dans une lutte incessante pour la survie, l'espace et les ressources dans les derniers chapitres de l'ère des dinosaures.
Dans le grand théâtre du Crétacé terminal en Amérique du Nord, le Tyrannosaurus rex imposait sa puissance en tant que prédateur, culminant au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, cette domination n'était pas absolue ni non concurrencée. En effet, le paysage faunique de cette époque était également peuplé d'autres théropodes, de crocodiliens géants et de mammifères émergents, formant un réseau complexe de relations compétitives et une pression évolutive constante pour le fameux tyrannosaure. Commençons par les autres théropodes, ces dinosaures carnivores qui, bien que souvent moins imposants que T-Rex, occupaient néanmoins une place importante dans les écosystèmes du Maastrichtien. Parmi les plus notables figurent les Dromaeosauridés, parfois appelés raptors. Ces carnivores, plus petits et agiles, étaient dotés de griffes incurvées au niveau des pattes arrière, adaptées à la capture rapide de proies. Leur taille modérée, souvent inférieure à 3 mètres, ne faisait pas obstacle à leur rôle de chasseurs redoutables. Ils se concentraient probablement sur des proies plus petites ou des jeunes animaux, complétant ainsi l'écosystème des carnivores. Un autre groupe à signaler, quoique moins bien connu à cette époque tardive, comprend les Troodontidés. Ces dinosaures affichent une intelligence supposée supérieure, avec un cerveau relativement volumineux, ce qui leur conférait potentiellement des stratégies de chasse élaborées. Leur coexistence avec le T-Rex illustre la richesse et la partition des niches écologiques dans ces environnements. Du côté des crocodiliens, les Maastrichtiens virent la présence de gigantesques représentants tels que Deinosuchus. Ce crocodilien colossal pouvait atteindre jusqu'à 10 mètres de long, rivalisant avec les plus grands prédateurs terrestres. Malgré un mode de vie essentiellement aquatique, il constituait une menace sérieuse le long des berges des rivières et dans les lacs. Sa puissance, combinée à ses mâchoires robustes, le plaçait en concurrent direct des théropodes pour les ressources alimentaires, notamment les carcasses ou les animaux s'approchant de l'eau. La compétition entre tyrannosaures et crocodiliens géants a pu engendrer des interactions ponctuelles, comme des combats ou des partages de proies, soulignant la dynamique fluctuante entre prédateurs terrestres et semi-aquatiques. Ces crocodiliens, capables d'embuscades meurtrières, complétaient ainsi l'impressionnante suite de menaces auxquelles devaient faire face les herbivores. Enfin, bien que les mammifères au Crétacé terminal fussent encore relativement petits comparativement aux dinosaures, ils commençaient à diversifier leurs adaptations et à occuper des niches écologiques de plus en plus variées. Parmi eux, certains groupes spécialisés présentaient des caractéristiques qui, a posteriori, témoignent de l'émergence d'une nouvelle ère. Dents spécialisés pour la mastication, sens aiguisés et capacité d'exploration nocturne accrue. Ces petits mammifères carnivores ou omnivores ne concurrençaient pas directement T-Rex sur le plan alimentaire, mais ils jouaient sans doute un rôle non négligeable dans la prédation d'œufs, de juvéniles de dinosaures ou dans le nettoyage des carcasses, participant ainsi au recyclage des ressources. Leur présence émergente annonce en filigrane l'avènement des mammifères comme acteurs écologiques majeurs après l'extinction massive. La coexistence et la compétition entre ces différents groupes de prédateurs démontrent que le T-Rex n'était pas le maître incontesté et solitaire d'un règne sans partage, mais part d'une communauté vivante complexe, où chaque espèce devait constamment s'adapter, rivaliser, parfois coopérer, dans un équilibre fragile. Ces rivalités et compétitions, que nous venons d'évoquer, ouvrent la voie vers une analyse approfondie des interactions directes, des combats possibles et des stratégies d'évitement ou de domination que le T-Rex et ses contemporains déployaient pour survivre. Nous aborderons ces aspects dans le chapitre suivant, afin de mieux comprendre les subtilités de cette vie sauvage du Crétacé terminal.
Au cœur des vastes et fertiles paysages du Crétacé terminal, le Tyrannosaurus rex, bien que dominant, partageait les lieux avec une diversité impressionnante d'autres prédateurs, donnant lieu à des interactions complexes que nous pouvons reconstituer aujourd'hui grâce aux archives fossiles et au progrès de la paléontologie comportementale. Ces interactions entre T-Rex et ses rivaux englobent un jeu subtil de partage des ressources, de conflits territoriaux et parfois de coexistence difficile, révélant un écosystème riche en luttes et compromis. L'un des premiers aspects à considérer est la question du partage des ressources alimentaires. Tyrannosaurus rex, en prédateur au sommet, n'était pas seul à se nourrir des grandes populations d'herbivores. D'autres théropodes, moins imposants, notamment certains dromaeosauridés, mais aussi les crocodiliens géants comme Deinosuchus, participaient à cette compétition pour la nourriture. Tandis que les rapaces, agiles et rapides, chassaient probablement des proies plus petites ou s'attaquaient aux juvéniles, Tyrannosaurus préférait les individus adultes ou malades, tirant profit de sa taille et de sa puissance. La coexistence de ces carnivores sur un même territoire impliquait souvent une partition écologique affinée, chacun occupant une niche légèrement différente pour limiter la concurrence directe. Néanmoins, la compétition pour les carcasses était féroce, notamment dans les périodes où la chasse active était moins efficace, comme lors de saisons défavorables ou de baisse des populations de proies. Dans ces moments, le charognage devenait une stratégie commune, et les interactions entre prédateurs pouvaient se transformer en véritables affrontements. Les indices de telles confrontations viennent du registre fossile, où l'on observe parfois des traces de morsures sur les restes de tyrannosaures eux-mêmes, suggérant que des conflits interspécifiques ou même intraspécifiques ont eu lieu. Ces combats étaient probablement liés à la défense du territoire ou aux disputes autour d'une carcasse précieuse. La puissance titanesque du T-Rex ne garantit pas son invulnérabilité. Des blessures cicatrisées sur certains fossiles attestent d'échanges violents et de survie après des attaques, illustrant ainsi un monde plein de dangers et d'incertitudes. D'autre part, l'allocution de ressources non alimentaires, telles que les lieux de nidification ou les territoires de chasse privilégiés, pouvait aussi engendrer tensions et rivalités. La concurrence locale, même si elle restait discrète, devait influencer les comportements d'évitement ou d'agressivité selon les individus et les conditions environnementales. Il est aussi concevable que des formes différentes de coexistence aient existé. Par exemple, la spécialisation peut avoir joué un rôle majeur avec des stratégies temporelles, spatiales ou comportementales permettant à plusieurs carnivores de coexister durablement. Le Tyrannosaurus rex, grâce à ses sens développés et sa puissance, pouvait dominer les niches principales, tandis que les autres prédateurs se cantonnaient à des rôles secondaires, adaptés aux faiblesses ou opportunités laissées par le T-Rex. Un aspect fascinant repose sur les combats potentiels entre ces prédateurs. De nombreux fossiles rarissimes montrent des blessures compatibles avec des affrontements directs entre tyrannosaures, allant de blessures superficielles à des traumatismes sérieux. Ces combats intraspécifiques témoignent d'une lutte pour la domination ou la reproduction, mais des hypothèses laissent également penser à des conflits entre T-Rex et autres grands carnivores, tels que Deinosuchus, notamment aux abords des plans d'eau où leur territoire pouvait se chevaucher. Enfin, la complexité de ces interactions souligne l'importance de la flexibilité comportementale dans la survie de ces prédateurs. La capacité à alterner entre chasse, charognage, évitement d'adversaires hostiles, ainsi que la potentialité de coopération temporaire ou d'opportunisme social, témoignent d'une intelligence adaptative, souvent sous-estimée chez les dinosaures. Ainsi, le Tyrannosaurus rex
tout puissant qu'il fût, évoluait dans un environnement où la rivalité et la compétition étaient palpables, où chaque jour apportait son lot d'épreuves et de défis. Ces relations complexes avec d'autres prédateurs témoignent d'un écosystème dynamique, un réseau d'interactions fines où la survie ne se jouait pas dans la simple force brute, mais dans une danse subtile d'équilibre et d'adaptation. Alors que nous avons ici saisi les grandes lignes des interactions entre T-Rex et ses rivaux carnivores, la suite nous conduira à explorer en profondeur les traces fossiles témoignant de ces relations, morsures, blessures et cicatrices qui racontent, pierre après pierre, la trame vivante d'un monde disparu pour mieux comprendre le comportement alimentaire et social de ce tyran légendaire. L'étude minutieuse des traces de morsures sur ossements fossilisés représente une fenêtre exceptionnelle sur les comportements alimentaires des dinosaures carnivores, et en particulier sur le Tyrannosaurus rex, dont le régime alimentaire et les modes d'interaction avec ses proies continuent de fasciner les paléontologues aujourd'hui. Ces marques, souvent conservées dans les strates sédimentaires depuis des millions d'années, permettent non seulement d'identifier les interactions prédatrices ou charognardes, mais aussi de reconstituer le mode de vie, le comportement et parfois même la dynamique sociale de ce géant du Crétacé. Les traces de morsures sur les os fossilisés se présentent sous diverses formes: entailles, perforations, griffures, cassures et parfois même des fractures plus complexes liées à des morsures puissantes. Pour bien comprendre ces empreintes, les chercheurs emploient des techniques modernes d'imagerie, telles que la microtomographie à rayons X, micro-CT, la photogrammétrie numérique et la modélisation 3D. Ces outils révèlent le moindre détail des marques, leur profondeur, leur orientation et leur distribution. Information cruciale dans l'identification de l'auteur de ces morsures et dans la compréhension du comportement alimentaire associé. Une étape clé de l'analyse consiste à distinguer les traces laissées par T-Rex de celles qui pourraient être attribuées à d'autres prédateurs ou animaux fouisseurs. T-Rex possédait des dents robustes en forme de cône massif, capables de produire des marques profondes et larges. La morphologie spécifique de ces dents engendre des entailles avec des bords caractéristiques, souvent dentelés, qui diffractent la lumière ou se prêtent à une analyse microscopique. Le calibre et l'espacement de ces marques correspondent étroitement à la taille et à la disposition des dents de ce prédateur. Par ailleurs, les analyses comparatives avec des dents fossiles retrouvées dans le même contexte géologique renforcent l'attribution des morsures à T-Rex. Ces corrélations sont essentielles pour éviter les erreurs d'interprétation, car d'autres théropodes pouvaient laisser des traces similaires, mais de plus petite échelle. La combinaison de la forme des marques, de leur fréquence et de leur localisation sur le squelette aide à reconstituer le scénario de prédation ou de consommation. Les sites où l'on trouve ces ossements mordus révèlent souvent des comportements spécifiques. Par exemple, des marques localisées sur les côtes et les membres témoignent d'une attaque ciblée, visant à immobiliser la proie en endommageant rapidement ses organes vitaux ou en brisant ses muscles supportant la locomotion. Cela indique une stratégie de chasse active, où le Tyrannosaurus visait à neutraliser l'animal rapidement, hypothèse appuyée par la profondeur et l'agressivité des blessures observées. D'autres marques, plus superficielles, sont réparties de manière aléatoire, suggérant un comportement de charognage sur des carcasses déjà mortes, où le T-Rex utilisait sa mâchoire puissante pour arracher la chair, briser les os et accéder aux tissus riches en nutriments, notamment la moelle osseuse. Ces observations confirment que le tyrannosaure était un prédateur opportuniste, capable de modifier son régime alimentaire selon les circonstances. L'étude des cicatrisations sur certains os mangés renforce encore cette idée, car elle révèle que certaines victimes
ont survécu à des attaques initiales ou à des morsures partielles, ce qui implique une prédation prolongée ou plusieurs tentatives, plutôt qu'une seule morsure fatale. Ces indices témoignent d'une interaction dynamique entre prédateur et proie, où la survie dépendait autant du comportement de fuite ou de défense que de la puissance de chasse du T-Rex. Des exemples fameux issus de la formation de Hell Creek, site emblématique du Crétacé terminal, illustrent parfaitement ces observations. Certains ossements de Triceratops apparaissent hérissés de dents de Tyrannosaurus, sciemment placés près du cou ou des flancs. Zone vitale, témoignant d'une tentative d'immobilisation. D'autres spécimens présentent des perforations profondes, parfois associées à des signes d'infection osseuse postérieure, signes de guérison, ce qui prouve que la proie a survécu temporairement à ces blessures. D'un point de vue technique, pour analyser avec précision ces traces, les paléontologues utilisent également des méthodes télémétriques, prenant en compte l'angle des morsures, la force probable exercée et la dynamique mécanique du crâne du T-Rex, souvent modélisé par informatique. Ceci permet de reconstituer la séquence des comportements. Où le tyrannosaure a frappé en premier, comment il a maintenu sa prise et comment la proie a éventuellement tenté de se défendre. Enfin, ces études permettent d'appréhender non seulement le comportement alimentaire individuel, mais aussi d'esquisser des aspects sociaux et communautaires. Par exemple, la répartition spatiale des traces sur un même site peut indiquer que plusieurs individus se disputaient une carcasse ou chassaient ensemble. Bien que la discussion reste ouverte, cela ouvre la voie à l'idée d'une forme de coopération, ou au moins de tolérance temporaire, entre tyrannosaures. Phénomène observable chez certains grands carnivores modernes. En somme, l'étude détaillée des traces de morsures sur ossements fossilisés est une source majeure de connaissances sur le comportement alimentaire du Tyrannosaurus rex. Elle révèle la diversité et la complexité de ses stratégies, de la chasse active au charognage opportuniste, illustrant un prédateur à la fois redoutable et adaptable, parfaitement intégré dans son écosystème. Cette analyse des traces alimentaires prépare notre exploration des traumatismes et blessures fossilisés chez le T-Rex et ses contemporains, où les scènes de combat, les blessures ratées et les cicatrisations surprenantes viennent enrichir notre compréhension de la vie mouvementée de ce colossal prédateur. Les fossiles de Tyrannosaurus rex et de ses contemporains ne sont pas seulement des témoins silencieux de ces créatures disparues. Ils portent souvent les traces palpables d'une vie faite d'affrontements violents, de blessures dramatiques, d'attaques échouées et parfois de guérisons inattendues. L'étude des traumatismes et blessures fossilisées sur les ossements est une discipline paléopathologique qui nous permet de reconstituer des scènes, parfois très vivantes, témoignant des combats et des épreuves qu'ont enduré ces superprédateurs au cours de leur existence. Les marques de traumatismes osseux sur des spécimens de T-Rex sont retrouvées fréquemment sur le crâne, les côtes, les membres et même la queue. Ces blessures varient en gravité et nature. Fractures ouvertes ou fermées, perforations par morsure, luxation, infection, osseuse secondaire et remodelage du tissu osseux indiquant une guérison. Leur interprétation rigoureuse, souvent à partir de radiographies ou de scans 3D, révèle des histoires de confrontations intenses, parfois violentes, soutenues par la robustesse et le courage de ces animaux. Les scènes de combat les plus étudiées sont celles impliquant des mouvements puissants, où T-Rex s'affrontait à d'autres membres de son espèce ou à de grands herbivores. Par exemple, le crâne d'un spécimen célèbre portait des traces nettes de morsures, cicatrisées, compatibles avec des combats intraspécifiques, sans doute liés à la reproduction ou à la compétition territoriale.
Ces blessures portent souvent la signature caractéristique des dents énormes et massives du tyrannosaure, avec des entailles profondes et parfois perforantes. Les attaques ratées sont aussi très instructives pour comprendre la dynamique des combats. Des fossiles d'herbivores, comme Triceratops et Edmontosaurus, montrent des marques de dents sur leurs collerette, flancs ou membres, dans des zones vitales, souvent accompagnées de signes de guérison. Cette cicatrisation indique que ces animaux ont survécu à des attaques initiales, parfois sévères, donnant une idée non idéalisée de la nature brutale et incertaine de la chasse ou des agressions. Par ailleurs, certains spécimens de T-Rex présentent eux-mêmes des blessures importantes, résultant de combats ou d'accidents. Des fractures aux membres postérieurs, probablement dues à des chutes ou à des chocs violents, montrent une capacité surprenante de guérison, suggérant une robustesse physiologique remarquable et peut-être une période prolongée de convalescence. Cette aptitude à récupérer après des lésions graves renforce l'image d'un animal à la fois puissant et tenace. Un cas unique concerne des os du cou présentant des signes d'infections anciennes, issus sans doute de morsures ou de traumatismes musculaires profonds. Une telle pathologie suggère que le T-Rex devait non seulement faire face à ses ennemis extérieurs, mais également gérer les conséquences souvent sévères de ses batailles internes ou de son mode de vie agressif. La reconstitution de ces scènes passe également par la comparaison avec les comportements des grands carnivores actuels, comme les lions ou les crocodiles, chez qui les conflits répétés laissent des cicatrices visibles. De la même façon, on imagine que les combats de tyrannosaures pouvaient être violents, marqués par des courses d'intimidation, des morsures, des charges et des coups de queue dans un arsenal d'armes redoutables. Ces données paléopathologiques nourrissent aussi la réflexion sur le comportement social du T-Rex. La présence de blessures cicatrisées sur plusieurs individus suggère que certains animaux ont survécu assez longtemps pour réparer des traumatismes graves, ce qui pourrait impliquer un certain degré de solidarité, ou au moins une capacité de se nourrir pendant leur récupération, laissant la porte ouverte à des hypothèses d'interaction sociale plus complexes. En synthèse, l'étude des traumatismes et blessures fossilisées redonne vie à ces titans du passé, dévoilant un monde souvent rude et conflictuel où chaque jour pouvait se solder par une lutte acharnée, une fuite ou une survie contre toute attente. Ces marques palpables sur les os racontent des histoires de résistance, de violence, mais aussi de régénération, et offrent un regard unique sur l'existence fluctuante du Tyrannosaurus rex et des animaux qui peuplaient son environnement. La croissance, le développement et la reproduction des derniers tyrannosauridés, et en particulier du Tyrannosaurus rex, offrent un regard fascinant sur la biologie et le cycle de vie de ce superprédateur qui sévissait au Crétacé terminal, juste avant l'extinction massive qui allait bouleverser la face du monde. Ces aspects sont fondamentaux, non seulement pour comprendre comment ces animaux atteignaient leur taille colossale et maintenaient leur population, mais aussi pour éclairer leurs comportements sociaux et leurs stratégies de survie dans un environnement précaire. Les études sur les ossements fossiles, notamment grâce à la sclérochronologie, l'analyse des couches de croissance dans les os, ont révolutionné notre connaissance de la croissance chez les tyrannosauridés. Ces analyses révèlent que les jeunes individus croissaient à une vitesse étonnante après une période de croissance relativement lente durant les premières années de vie. Cette phase d'accélération, qui se situe généralement entre 10 et 18 ans d'âge, correspondait à un passage rapide à la taille adulte, avec une augmentation de poids pouvant atteindre plusieurs centaines de kilogrammes par an. Le record de vitesse de croissance biologique chez T-Rex apparaît remarquable comparé à celui d'autres grands reptiles contemporains ou même de certains mammifères modernes. Cette croissance rapide
nécessitaient une alimentation abondante et efficace, ce qui plaide en faveur de l'hypothèse d'un prédateur actif et capable de réguler finement son métabolisme pour soutenir ce développement. Concernant la maturité sexuelle, les indications scientifiques montrent que les tyrannosauridés atteignaient leur maturité sexuelle assez tôt dans leur croissance, avant d'atteindre leur taille maximale. Cela signifie qu'ils pouvaient se reproduire dès l'adolescence, même si la taille adulte complète n'était atteinte que quelques années plus tard. Cette stratégie avait sans doute pour but d'assurer la continuité de la population dans un milieu où la prédation et les accidents menaçaient constante la survie des individus. Les comportements reproductifs eux-mêmes restent en grande partie déduits par analogie avec les oiseaux, leurs descendants lointains, et par l'étude de sites de nidification fossiles attribués à des dinosaures proches des tyrannosauridés. Certains indices laissent penser que T-Rex ou ses proches parents pouvaient construire des nids protégés où ils couvaient leurs œufs, et que ces derniers étaient vraisemblablement pris en charge après l'éclosion, bien que l'aide parentale directe reste difficile à démontrer. La taille et la forme des œufs de tyrannosauridés, retrouvés isolément ou dans des nids impartiels, suggèrent qu'ils étaient relativement grands, ce qui impliquait un taux de reproduction moins élevé, avec un investissement parental important et une survie plus forte des juvéniles, comparé à d'autres dinosaures, produisant des œufs plus petits et plus nombreux. À côté de cette reproduction prudente mais efficace, la croissance rapide des jeunes tyrannosauridés indiquait qu'ils changeaient radicalement de niche écologique au cours de leur développement. Les juvéniles, plus légers et rapides, se nourrissaient probablement de petites proies, tandis que les adultes dominants chassaient de plus gros herbivores. Ce changement progressif limitait la compétition intraspécifique et favorisait la survie globale de l'espèce. Un autre aspect important concerne la variabilité individuelle au sein des populations, révélée notamment par l'étude des différences morphologiques entre spécimens. Cette diversité permettait sans doute une meilleure résilience face aux variations environnementales et aux pressions évolutives. Enfin, les données paléontologiques découlant de la stratigraphie et des fossiles montrent qu'à la fin du Crétacé terminal, ces cycles de croissance et de reproduction étaient encore actifs, témoignage d'une population de tyrannosauridés toujours dynamique jusqu'à l'impact catastrophique. Cependant, certains indices indiquent une possible diminution des effectifs ou des changements dans les taux de reproduction, peut-être dus aux contraintes environnementales croissantes. Ainsi, la croissance fulgurante, la maturité précoce, la stratégie reproductive soignée et l'adaptabilité écologique des derniers tyrannosauridés composent une image plus fine et vivante de ces géants préhistoriques. Ces révélations nourrissent la réflexion à propos de leur vulnérabilité face à la crise écologique finale, qui sera bientôt détaillée dans les sections à venir, nous rapprochant profondément des derniers jours de ce tyran du Crétacé. L'évolution des populations de Tyrannosaurus rex au cours du Crétacé terminal constitue un chapitre passionnant qui mêle paléontologie, géographie et biologie évolutive. Grâce aux découvertes fossiles accumulées depuis plus d'un siècle, les chercheurs ont désormais une image plus précise et complexe de la répartition, de la diversité et de la dynamique démographique de ce grand prédateur, qui a marqué la fin de l'ère des dinosaures. Les fossiles de T-Rex ont été principalement découverts dans des formations géologiques datant du Maastrichtien, notamment dans la célèbre formation de Hell Creek, couvrant le Montana, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, ainsi que dans d'autres formations du nord-ouest des États-Unis et du sud du Canada. Cette aire géographique correspondait à l'époque à la terre émergée de l'Aramidia, une étendue relativement étroite, bordée à l'est et à l'ouest par de vastes mers intérieures. La dispersion géographique de T-Rex au sein de cette région ne semble pas avoir été uniforme.
Les populations étaient probablement subdivisées en groupes locaux, adaptés aux différentes conditions environnementales que l'on retrouve le long d'un gradient latitudinal et altitudinal. Certaines différences morphologiques, légères, entre spécimens retrouvés dans des sites distincts, soutiennent cette hypothèse, bien qu'il soit toujours délicat de distinguer la variation géographique de la variabilité individuelle ou des différences liées à l'âge. Par ailleurs, les études paléontologiques concernant la variabilité individuelle de T-Rex sont particulièrement riches. En effet, plusieurs spécimens entiers ou presque entiers ont été mis au jour, fournissant un large éventail de tailles, de formes et d'expressions anatomiques. Certains dispositifs, comme la morphométrie géométrique, permettent aujourd'hui d'analyser ces variations avec précision, tenant compte des différences liées à la croissance, au sexe, voire à la pathologie. La variabilité observée sur des caractéristiques telles que la robustesse des os, la forme du crâne ou la disposition des dents pourrait suggérer une différenciation sexuelle, bien que cette question reste encore en débat dans la communauté scientifique. Il est plausible que des mâles et des femelles présentaient des différences morphologiques, un phénomène courant chez les grands carnivores actuels, qui pourrait également influencer les comportements de reproduction et de chasse. D'autres analyses ont permis d'estimer la densité des populations de T-Rex à travers le temps, suggérant que leur nombre était relativement restreint comparé à celui des herbivores, conformément à la logique écologique qui veut qu'un prédateur au sommet ait toujours une densité faible. Cette faible densité accentuait la pression de la compétition intraspécifique et la nécessité pour les individus d'exploiter au mieux les territoires et les ressources disponibles. Enfin, les recherches paléoécologiques indiquent que la population de T-Rex n'a cessé d'évoluer au fil du Maastrichtien, sous l'influence des changements climatiques, des modifications des habitats et des variations du niveau des mers. Ces facteurs ont pu entraîner des fluctuations de leurs effectifs, des déplacements ou des adaptations progressives, en interaction constante avec l'ensemble de l'écosystème. En résumé, la paléodémographie du Tyrannosaurus rex révèle une espèce complexe, diversifiée et adaptée à un environnement mouvant. Son évolution démographique illustre l'équilibre fragile entre la puissance d'un superprédateur et les défis auxquels il faisait face, plus d'1 million d'années avant la catastrophe majeure qui allait sceller le destin des dinosaures. Alors que nous approfondirons dans les prochaines sections les enjeux du paléoclimat et les changements environnementaux qui précédaient cette extinction, cette compréhension des populations apporte un contexte vital à la lecture de leur histoire finale. Au cours du Maastrichtien tardif, la fin du Crétacé terminal, le climat en Amérique du Nord évoluait sous l'influence de multiples facteurs globaux et régionaux, façonnant ainsi les conditions environnementales dans lesquelles des créatures emblématiques, comme le Tyrannosaurus rex, prospéraient ou luttaient pour survivre. Les recherches en paléoclimatologie, discipline qui étudie les climats passés à partir de diverses archives géologiques et biologiques, nous offrent aujourd'hui une fenêtre essentielle pour comprendre ces changements climatiques, leurs causes potentielles et les défis auxquels les écosystèmes et leurs habitants furent confrontés. Dans cette période charnière, la planète connaissait encore un climat globalement chaud et humide, avec peu ou pas de calottes glaciaires persistantes au pôle. Cependant, les données paléoclimatiques indiquent une tendance vers une certaine instabilité climatique, marquée par des oscillations et des variations modérées, mais persistantes, des températures et des précipitations. En Amérique du Nord, ces variations influençaient directement la végétation, la disponibilité en eau douce, et donc la dynamique des communautés animales. L'étude des isotopes stables dans les carbonates et les fossiles marins est l'une des méthodes principales utilisées pour reconstituer ces variations.
les fluctuations des rapports isotopiques du carbone et de l'oxygène dans les coquilles d'ammonites, de mollusques bivalves, ou encore dans la composition chimique des minéraux de la mer intérieure, indiquent des épisodes alternés de refroidissement et de réchauffement. Ces variations climatiques étaient souvent liées aux changements dans la circulation océanique, aux fluctuations du niveau des mers, notamment de la Western Interior Seaway, qui inondait alors le continent, ainsi qu'à l'activité volcanique. Ce dernier point, le volcanisme, a laissé des traces notables durant le Maastrichtien. Des éruptions majeures, notamment liées aux coulées basaltiques des îles Hawaï ou aux remontées mantelliques dans les zones occidentales du continent, ont provoqué des émissions significatives de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène, susceptibles d'avoir contribué à ces variations climatiques. Ces flux volcaniques seraient à l'origine de perturbations atmosphériques à plus ou moins long terme, influençant les températures et les cycles de précipitation. En parallèle, l'analyse des sédiments continentaux révèle des changements dans les régimes pluviométriques, avec parfois une alternance entre phases plus humides, favorisant l'expansion des forêts et des zones marécageuses, et épisodes plus secs qui conduisaient à une contraction des habitats humides. Ces fluctuations provoquaient des pressions sur la faune et la flore, favorisant certaines espèces au détriment d'autres et posant les bases d'une transformation progressive des écosystèmes. Les reconstructions paléobotaniques issues de l'étude des pollens fossiles, des spores et des macro-restes végétaux confirment ces tendances. La composition de la végétation évoluait, montrant par exemple une extension des angiospermes, plantes à fleurs, souvent plus adaptées à des conditions changeantes, au détriment des groupes de gymnospermes plus sensibles. Cette évolution botanique allait de pair avec des modifications des herbivores et des prédateurs, dont la biodiversité et les adaptations reflétaient ces bouleversements. À plus grande échelle, la configuration géographique résultant de la séparation progressive de l'Aramidia et d'Appalachia par la mer intérieure jouait aussi un rôle dans la configuration climatique locale. Cette séparation générait des microclimats distincts, favorisant la diversification biologique régionale, mais aussi exacerbant l'impact des changements climatiques régionaux, notamment à travers la modification des courants atmosphériques et de l'humidité. Dans ce contexte en constante évolution, les populations de Tyrannosaurus rex ont dû s'adapter à des conditions parfois fluctuantes, mais toujours exigeantes. Les variations climatiques modulaient la disponibilité des ressources alimentaires, la distribution des habitats et par extension, la dynamique des relations entre prédateurs et proies. De fait, la paléoclimatologie met en lumière non seulement un paysage physique changeant, mais aussi un environnement biologique profondément influencé par ces paramètres climatiques. Ces enjeux climatiques du Maastrichtien tardif n'étaient pas des phénomènes isolés, mais s'inscrivaient dans une série de bouleversements combinés, comprenant aussi des variations du niveau marin, des épisodes de volcanisme soutenu et des fluctuations dans la biodiversité. Ces éléments convergents jouent un rôle crucial dans la configuration de la scène écologique avant la grande extinction du Crétacé-Paléogène, que nous aborderons dans les prochains chapitres. Ainsi, la reconstitution des variations climatiques du Maastrichtien tardif nous invite à comprendre le Tyrannosaurus rex, non seulement comme un prédateur redoutable, mais aussi comme une espèce vivant dans un monde en transition, où chaque fluctuation du climat pouvait signifier de nouveaux défis ou opportunités. Ce regard paléoclimatique approfondit notre compréhension de la fragilité et de la résilience des écosystèmes du Crétacé terminal. À la fin du Crétacé, durant le Maastrichtien, les écosystèmes d'Amérique du Nord subissaient des transformations profondes et progressives, déterminées en grande partie par des changements environnementaux majeurs.
Ces évolutions, qui se sont déroulées sur plusieurs centaines de milliers d'années avant l'extinction massive, combinèrent fluctuations du niveau des mers, activité volcanique intense et modification des chaînes alimentaires, ainsi que de la végétation. Étudier ces phénomènes est indispensable pour comprendre les pressions qui s'exerçaient sur les espèces, comme le Tyrannosaurus rex, et pour saisir les prémices du bouleversement écologique à venir. Le niveau des mers, en particulier, connaît au Maastrichtien des variations notables, liées, entre autres, au mouvement tectonique et au climat global. La mer intérieure occidentale, la Western Interior Seaway, qui traversait alors le continent nord-américain, fut particulièrement sensible à ces fluctuations. Parfois, elle gagnait du terrain, inondant de vastes plaines continentales et créant des environnements marins peu profonds, denses en biodiversité. À d'autres moments, cette mer se retirait, laissant place à des terrains émergés qui remodelaient le paysage et offraient de nouveaux habitats terrestres. Ces cycles d'avancée et de recul modifiaient en profondeur les zones littorales et fluviales, mettant à mal certains habitats aquatiques et terrestres, tout en générant d'autres. Ces changements du niveau des mers ont eu des conséquences écologiques directes. L'inondation ou la disparition progressive de certains territoires modifiait la répartition des espèces, provoquait la fragmentation des populations et accentuait la concurrence pour les ressources limitées dans les refuges terrestres épargnés. Certains herbivores, particulièrement dépendants d'environnements humides, virent leur habitat se restreindre, ce qui contribua à modifier la répartition des grands herbivores, puis, par effet domino, celle de leurs prédateurs. Parallèlement, l'activité volcanique intense marqua cette période. Plusieurs régions connues sont associées à d'importantes phases éruptives, notamment dans l'Ouest américain, où la formation des Rocheuses engendrait un volcanisme actif. Ce volcanisme a contribué à libérer dans l'atmosphère d'importantes quantités de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le dioxyde de soufre, qui participaient à la modification du climat global. Les cendres volcaniques retombant parfois sur de vastes territoires pouvaient provoquer des perturbations saisonnières, affecter la végétation et contaminer les sols et les eaux, créant des épisodes plus ou moins sévères de stress écologique. L'impact combiné de ces facteurs est visible dans les modifications progressives des écosystèmes. Par exemple, les formations sédimentaires montrent un déplacement des zones marécageuses vers des milieux plus secs et boisés, l'évolution de certains types d'arbres, ainsi que la diminution de certains groupes végétaux et animaux. Ce phénomène indique un réarrangement subtil, mais constant, des niches écologiques, qui imposait aux espèces une adaptation rapide ou le risque d'extinction locale. Le cortège faunique ne resta pas insensible à ces changements. On observe par exemple un renouvellement des communautés d'herbivores, avec la disparition progressive de certaines espèces au profit d'autres mieux adaptées aux nouveaux environnements. Les changements dans la végétation avaient un effet direct sur la disponibilité de la nourriture et la qualité des habitats. Ce resserrement et déplacement des ressources augmentèrent la pression sur les grands prédateurs, contraints d'ajuster leur comportement de chasse et leur territoire d'occupation pour faire face à ces défis. Ces modifications écologiques ne furent pas instantanées, mais bien lentes et progressives, inscrites dans le cycle naturel du système terrestre. Cependant, elles posèrent les bases de la vulnérabilité accrue des écosystèmes face à la crise majeure qui allait survenir ultérieurement. Le ralentissement du renouvellement biologique et l'augmentation des stress environnementaux participèrent à affaiblir la résilience des populations de dinosaures, y compris celle de Tyrannosaurus rex. Ainsi, les fluctuations marines, le volcanisme
et les transformations progressives des habitats forment un triptyque essentiel pour comprendre les dynamiques environnementales du Maastrichtien et les enjeux écologiques qui pesaient sur la faune. Cette toile de fond instable éclaire de manière cruciale la suite de notre récit, qui abordera l'impact dramatique de l'astéroïde et l'effondrement inexorable des derniers géants du Crétacé. À mesure que les bouleversements environnementaux s'accentuaient au Maastrichtien tardif, la faune et la flore en Amérique du Nord furent soumises à des défis sans précédent. Ces changements, quoique progressifs, bouleversaient profondément les écosystèmes, dictaient la survie de certaines espèces et provoquaient la disparition d'autres. L'étude de ces effets sur les communautés vivantes, et plus particulièrement sur les groupes de dinosaures, nous permet d'appréhender les mécanismes d'adaptation, mais aussi les limites biologiques qui préfiguraient l'extinction majeure qui se profilait. Du côté de la flore, les modifications climatiques et géographiques conduisirent à un renouvellement important des couverts végétaux. La diversification des angiospermes à fleurs s'accéléra, favorisée par leur adaptabilité aux nouvelles conditions. Ces plantes pouvaient coloniser rapidement des espaces dénudés, produire des graines dispersées sur de longues distances et établir des relations symbiotiques avec les insectes pollinisateurs, désormais abondants. En parallèle, certains groupes de gymnospermes, comme les conifères traditionnels, virent leur répartition se restreindre dans des niches spécifiques. Ces transformations eurent un effet cascade sur les chaînes alimentaires, puisque les herbivores devaient modifier leur régime et leurs habitats en fonction des nouvelles ressources disponibles. Chez les dinosaures herbivores, on observe une dynamique contrastée. Des espèces classiques comme certains hadrosaures et cératopsiens demeuraient communes et florissantes, témoignant d'une forte résilience. Cependant, d'autres lignées plus spécialisées ou moins flexibles montrent des signes de déclin progressif dans les dernières périodes du Crétacé. Ce déclin semble lié à la nécessité d'adaptation à des habitats changeants et à la disponibilité fluctuante en nourriture. Les tyrannosauridés et autres prédateurs carnivores furent également concernés par ces bouleversements. Si le Tyrannosaurus rex parvint à maintenir sa position dominante, la raréfaction de certaines proies herbivores, la dégradation des habitats et la compétition accrue avec d'autres carnivores exercèrent des pressions sélectives importantes, potentiellement à l'origine de changements dans leur comportement et leur aire de répartition. Les fossiles laissent entrevoir que certaines populations connurent une fragmentation, la réduction de leur diversité génétique entraînant une moindre capacité d'adaptation aux chocs environnementaux. De plus, l'accumulation de stress écologique pouvait affaiblir les organismes, rendant plus vulnérables aux maladies et aux blessures, et diminuant ainsi les chances de survie et de reproduction. Un phénomène particulièrement marquant fut la perte progressive des espèces endémiques, ou à niche écologique très spécialisée. Ces espèces, dépendantes d'un habitat ou d'une ressource précise, furent moins capables de migrer ou de s'adapter et connurent un déclin accéléré. Ce phénomène d'appauvrissement de la biodiversité, appelé érosion de la diversité fonctionnelle, fragilisait encore davantage les écosystèmes. Ainsi, les bouleversements environnementaux du Maastrichtien tardif constituaient un véritable test de résilience biologique où l'adaptabilité se jouait à plusieurs échelles, individuelle, populationnelle et écologique. Certaines espèces réussirent à tirer parti des nouvelles conditions, tandis que d'autres, y compris plusieurs groupes de dinosaures autrefois prospères, passant sous silence leurs origines et évolutions millénaires pour disparaître définitivement. Cette phase cruciale d'adaptation ou de disparition prépare le terrain aux événements soudains et dramatiques qui allèrent suivre lors de la crise du Crétacé paléogène, redéfinissant la biosphère terrestre.
Nous pénétrons maintenant dans un chapitre où la lente transformation laisse place aux conséquences brutales de la catastrophe qui mit fin à l'ère des dinosaures, mais ouvrit par la même occasion la voie à l'essor des mammifères et, des millions d'années plus tard, à l'émergence de l'homme. Alors que les écosystèmes du Crétacé terminal en Amérique du Nord semblaient riches et dynamiques, le tournant décisif vers la catastrophe écologique majeure qui allait bouleverser la planète se dessinait déjà dans les couches géologiques. La reconstruction des événements menant à la crise du Crétacé-Paléogène repose sur une approche rigoureuse chronologique et stratigraphique, combinant analyse des sédiments, datation précise et observation des fossiles pour situer dans le temps et l'espace les phénomènes qui ont conduit à cette extinction massive. L'un des outils essentiels pour comprendre cette période est la stratigraphie, la science qui étudie la superposition des couches de roches sédimentaires. En étudiant les différentes strates du Crétacé terminal, notamment dans les formations géologiques riches en fossiles du Nord-Amérique, comme celle de Hell Creek, les chercheurs ont pu identifier une série de changements sédimentaires et biologiques attestant une succession d'événements majeurs, les couches les plus proches de la limite. Crétacé-Paléogène présentent une concentration anormale d'iridium, un élément rare à la surface de la Terre, mais abondant dans les météorites. Cette anomalie irradie la scène géologique et confirme la théorie de l'impact extraterrestre, déclencheur principal de la crise. D'autres traits stratigraphiques, comme des sédiments de tsunami ou des couches de cendres volcaniques fines, marquent cette période comme un moment de grande agitation planétaire. Une chronologie précise a ainsi pu être établie grâce aux méthodes de datation radiométrique, notamment en utilisant les isotopes d'uranium, de plomb et d'argon conservés dans les roches volcaniques associées. Ces techniques permettent de dater cet événement à environ 66 millions d'années, avec une précision remarquable, plaçant cet impact comme le point culminant d'une série de bouleversements précédents. Mais avant cette catastrophe soudaine, la stratigraphie révèle aussi des indices de perturbations environnementales progressives. Par exemple, des modifications dans les profils de fossiles marins et terrestres indiquent un déclin graduel de certaines espèces, une augmentation des taux d'extinction locale et une fragmentation des habitats, en lien avec des fluctuations climatiques et géologiques déjà à l'œuvre. Ces observations suggèrent que la biosphère était déjà sous tension, soumise à des facteurs multiples et complexes. Dans l'enchaînement stratigraphique, la couche limite marque un changement brutal. La disparition soudaine de la quasi-totalité des grands dinosaures, la suppression de nombreuses espèces marines et la modification rapide des communautés végétales. Les restes de traces d'incendies gigantesques, associés à des dépôts de suie et de cendres, témoignent de l'ampleur des ravages post-impact qui ont obscurci le ciel et perturbé la photosynthèse. Au-delà des indices purement géologiques, l'étude paléontologique détaille la contraction progressive de la richesse en espèces avant l'impact, nourrissant le débat sur le rôle combiné de ces facteurs environnementaux et du choc extraterrestre dans l'effondrement final. En résumé, la reconstitution chronologique et stratigraphique des événements menant à la crise du Crétacé-Paléogène dessine une trajectoire où un monde fragile, soumis à des aléas climatiques et géologiques, fut frappé par une catastrophe supplémentaire d'origine cosmique, déclenchant la disparition rapide et massive de la faune et de la flore dominante, parmi lesquelles figurait Tyrannosaurus Rex. Cette compréhension précise ouvre la voie à l'étude des effets immédiats de cet impact et des scénarios possibles de survie des derniers groupes de dinosaures que nous explorerons dans les sections suivantes, poursuivant ainsi notre immersion dans les dernières heures de la grande ère des dinosaures.
il y a environ 66 millions d'années, un événement cataclysmique a à jamais changé le cours de l'histoire terrestre. La chute d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre sur la péninsule du Yucatan, donnant naissance au cratère de Chicxulub et précipitant la fin du Crétacé. Pour comprendre les conséquences immédiates de cet impact, les scientifiques ont développé des simulations informatiques sophistiquées, combinant modélisation physique, données géologiques et observations paléontologiques. Ces simulations permettent d'estimer l'ampleur des phénomènes déclenchés et leurs effets dévastateurs sur l'environnement global, et par extension, sur les espèces telles que le Tyrannosaurus rex. L'impact colossal libéra une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques, provoquant une onde de choc gigantesque qui se propagea à la surface terrestre. L'immédiate libération d'énergie entraîna une série d'effets destructeurs en cascade, commençant par la formation d'un cratère de plus de 180 km de diamètre. L'un des premiers phénomènes anticipés fut la génération de tsunamis d'une ampleur hors norme, engendrée par le déplacement brutal des eaux océaniques à l'échelle du golfe du Mexique et au-delà. Ces vagues gigantesques, atteignant plusieurs centaines de mètres de hauteur, ont dévasté les côtes situées à des milliers de kilomètres du point d'impact. Les plaines côtières de l'Amérique du Nord, alors habitées par les derniers dinosaures, furent inondées subitement, entraînant la destruction massive des habitats. Simultanément, la chaleur intense produite par l'impact projeta d'énormes quantités de débris incandescents dans l'atmosphère. Ces particules embrasèrent la végétation à l'échelle mondiale, provoquant des incendies forestiers immenses, dont les traces de suie apparaissent encore dans la couche limite Crétacé-Paléogène. En très peu de temps, d'immenses forêts furent réduites en cendres, privant nombre d'espèces d'abris et de ressources alimentaires vitales. Conséquence indirecte majeure des débris volcaniques et météoritiques fut l'obscurcissement prolongé du ciel, causé par une épaisse couche de poussière et d'aérosols qui bloqua la lumière solaire. Les simulations estiment que cet obscurcissement aurait pu durer plusieurs mois à plusieurs années, empêchant la photosynthèse, celle-ci étant à la base des chaînes alimentaires végétales. Le froid subi après l'impact, analogique à un hiver d'impact, résulta de cette obscuration. Les températures chutèrent brutalement, jusqu'à 10 à 20 degrés Celsius, en dessous des normales pré-impact, dans certaines régions, entraînant un effondrement sévère avant la reprise lente du climat. Ce refroidissement soudain affecta la survie de nombreuses espèces, notamment des dinosaures à sang chaud et à sang froid, perturbant sévèrement les cycles biologiques et les migrations. Les simulations combinées suggèrent également la perturbation des cycles climatiques mondiaux, affectant durablement l'atmosphère et les océans par des modifications chimiques, notamment une acidification des eaux marines due aux pluies acides consécutives à la libération de gaz soufrés. Cette cascade de phénomènes aggravait la pression écologique sur la faune et la flore. Ainsi, la chute de l'astéroïde entraîna un enchaînement rapide et dévastateur d'effets immédiats. Raz-de-marée géant, incendies cataclysmiques, obscurcissement généralisé du ciel et refroidissement brutal. Ces événements posèrent les fondations d'une crise environnementale majeure, menant à une disparition massive des espèces, dont le célèbre Tyrannosaurus rex. La compréhension de ces mécanismes est primordiale pour appréhender la fin de l'ère des dinosaures et les transformations écologiques qui en découlèrent. Dans les prochaines sections, nous examinerons les scénarios de survie possibles dans les jours, semaines et mois qui suivirent cet impact, pour mieux cerner le destin des derniers représentants de cette fascinante lignée. Les heures, les jours et les semaines qui suivirent la chute de l'astéroïde à la fin du Crétacé terminal
furent des moments d'une extrême violence et d'une profonde instabilité écologique. Pour les derniers représentants des dinosaures, et en particulier pour les majestueux Tyrannosaurus rex, la survie dépendait de leur capacité à faire face à des conditions tout à fait inédites et à un environnement radicalement transformé. Les scénarios de survie élaborés par les paléontologues, écologues et modélisateurs climatiques s'appuient sur des données fossiles, des simulations informatiques et des analogies avec les catastrophes naturelles modernes pour imaginer ce que vécurent ces derniers groupes durant cette période dramatique. Immédiatement après l'impact, la planète fut frappée par une série de conséquences directes et indirectes qui rendirent les conditions de vie particulièrement extrêmes. Les tsunamis massifs, engendrés par le choc dans l'océan, dévastèrent les zones côtières, emportant vastes populations animales et détruisant habitats et ressources. Tout au long du continent nord-américain, de vastes incendies allumés par les débris incandescents embrasèrent forêts et plaines, réduisant sur plusieurs milliers de kilomètres carrés des écosystèmes riches en cendres et en fumée. Durant les jours suivants, l'obscurcissement du ciel par les particules en suspension dans l'atmosphère provoqua un hiver d'impact, marqué par une réduction significative de la lumière solaire. Cette pénombre durable menaça la photosynthèse, engendrant un effondrement rapide des réseaux trophiques basés sur les plantes. Les plantes perdirent en vitalité, privant les herbivores de nourriture, et par ricochet, mettant en danger les carnivores comme Tyrannosaurus rex, dépendant de cette chaîne alimentaire. Les températures chutèrent brutalement, probablement de plusieurs degrés Celsius en moyenne globale. Pour des animaux à sang chaud ou froid, aux besoins spécifiques, ce refroidissement fut une contrainte sévère. Dans ce contexte, les groupes de dinosaures les plus petits ou à métabolisme vraisemblablement plus rapide, comme certains mammifères émergents, auraient pu trouver un avantage relatif, tandis que de nombreux grands reptiles terrestres souffraient d'un froid inattendu. Les scénarios de survie envisagent pour T-Rex et autres grands dinosaures plusieurs stratégies naturelles. Réduction des espaces de territoire, migration vers des zones refuges à climat plus clément, modification des comportements alimentaires vers un opportunisme accru, incluant davantage de charognage ou la chasse de proies plus petites, voire le cannibalisme dans des cas extrêmes. Ces options étaient cependant limitées par la fragmentation des habitats et la réduction des ressources globales. Les fossiles produits post-impact montrent une nette diminution de la diversité des dinosaures, suggérant que seuls certains petits groupes isolés ou animaux capables d'adaptation rapide ont pu survivre temporairement. Ces vestiges témoignent aussi d'une possible réduction des populations, aggravant les risques de consanguinité et de diminution de la capacité de régénération des espèces. D'un point de vue écologique, les écosystèmes furent plombés par une perte massive de biodiversité, avec un effet cascade sur l'ensemble des réseaux alimentaires. Pour T-Rex, qui dépendait d'une abondance d'herbivores, cette crise alimentaire était un facteur aggravant majeur qui précipita sa disparition. Les simulations informatiques renseignent également sur la durée possible de cet état de crise. Il est estimé que les conditions les plus extrêmes ont duré plusieurs mois, avec une gradation progressive vers une stabilisation écologique qui ne permit cependant pas le retour des grands dinosaures, mais favorisa pour la première fois l'émergence et la radiation des mammifères. Ainsi, la dernière page de l'existence des Tyrannosaurus rex fut écrite dans ce chaos écologique, une lutte désespérée, marquée par une diminution dramatique de leur population, une modification profonde de leur mode de vie et un effondrement final face à un monde transformé. Comprendre ces scénarios de survie nourrit notre approche de la biologie de l'extinction et enrichit la perspective historique
de la fin de la grande ère des dinosaures, soulignant la fragilité même des espèces les plus puissantes face aux bouleversements globaux. À l'approche de la fin du Crétacé terminal, la lignée du Tyrannosaurus rex se trouvait confrontée à un faisceau de défis écologiques et environnementaux, dont l'analyse moderne conjugue les preuves fossiles et les avancées récentes de la modélisation informatique pour mieux saisir les derniers instants de ce superprédateur emblématique. Les découvertes fossiles, en particulier les gisements tels que la formation de Hell Creek, constituent le témoignage direct de la diversité et du déclin progressif de T-Rex dans un monde en mutation. Des centaines de squelettes et de fragments osseux ont été découverts, permettant d'étudier non seulement la morphologie, mais également les pathologies, les marques de morsure et même des indices possibles d'interaction sociale. Ces éléments indiquent que les derniers représentants de cette lignée possédaient encore des adaptations robustes, mais évoluaient dans un contexte écologique fragilisé. Par exemple, l'étude des ossements révèle une baisse possible des effectifs et une fragmentation des populations, témoins potentiels d'une réduction des territoires viables et des ressources alimentaires. Certains spécimens montrent des signes de stress physiologique, de modifications adaptatives et même des anomalies qui pourraient refléter les contraintes imposées par un environnement changeant et les perturbations climatiques périodiques. C'est là que la modélisation informatique intervient comme un outil précieux pour recomposer virtuellement ces derniers jours. En intégrant des données paléo-environnementales, paléoclimatiques et biologiques, les scientifiques construisent des simulations spatiales et temporelles afin d'observer les dynamiques possibles de population, les migrations et même les interactions entre individus. Ces modèles développés avec des logiciels complexes et des algorithmes basés sur la simulation de réseaux trophiques, de changements climatiques et de perturbations perturbent l'idée d'une extinction soudaine, en suggérant plutôt une série d'étapes évolutives et écologiques menant progressivement à l'effondrement. La modélisation prend également en compte les conséquences directes de l'impact de l'astéroïde, comme les modifications rapides de l'habitat, la raréfaction des sources de nourriture et les compétitions croissantes avec des espèces émergentes, notamment les premiers mammifères. Ces simulations décrivent ainsi un effondrement écologique généralisé, où les derniers tyrannosaures, même technologiquement et physiologiquement capables, ne pouvaient durablement maintenir leur population. Ces approches offrent aussi un éclairage sur la variabilité individuelle et géographique. Elles suggèrent que certains individus, isolés ou populations restreintes, auraient pu survivre quelques années, voire décennies, dans des refuges épisodiques, mais sans possibilité d'expansion ou de renouvellement significatif. Cette absence de viabilité à long terme précipita inexorablement la disparition complète de la lignée. Par ailleurs, la synthèse des données et des simulations ouvre des pistes nouvelles sur les interactions possibles entre T-Rex et d'autres prédateurs, ainsi que sur les stratégies d'adaptation comportementale dans un contexte de forte pression environnementale. Des comportements comme la réduction des déplacements, l'adoption temporaire de régimes alimentaires diversifiés ou encore la réduction des conflits intraspécifiques sont évoqués comme tentatives désespérées pour survivre dans ce contexte instable. Enfin, la réflexion sur les derniers jours de T-Rex renouvelle notre compréhension non seulement de la biologie de ce dinosaure, mais aussi de la nature même de l'extinction. Un processus complexe, multicausal et progressif, bien différent d'une annihilation brutale, instantanée. Cela humanise, pour ainsi dire, cette lutte ultime où un titan de la préhistoire, malgré toute sa puissance, succomba à la conjonction implacable de forces planétaires. Ainsi, à travers le prisme des fossiles et les simulations modernes, se dessine la trame poignante de la fin d'un règne.
invitant à méditer sur la fragilité des écosystèmes et des espèces, même les plus impressionnantes, face au fracas des bouleversements terrestres. Le Tyrannosaurus rex, souvent abrégé en T-Rex, demeure l'une des figures les plus emblématiques et fascinantes de la paléontologie moderne. Son héritage transcende la simple sphère scientifique pour s'ancrer profondément dans l'imaginaire collectif mondial, incarnant à la fois la puissance ultime du règne des dinosaures et la complexité d'un prédateur brillant et adaptatif. Cette icône préhistorique alimente depuis des siècles récits, œuvres artistiques, films, jeux vidéo et débats scientifiques, tout en continuant d'évoluer grâce aux recherches récentes qui enrichissent sans cesse notre compréhension. Depuis la découverte des premiers spécimens fossiles au début du XXe siècle, le Tyrannosaurus rex a suscité une fascination durable. Il est souvent représenté comme le cauchemar ultime du Crétacé terminal. Un prédateur colossal, redoutable et impitoyable, à la mâchoire puissante, capable de broyer les os, à la stature imposante et au comportement de chasse spectaculaire. Ces images, popularisées par des films tels que Jurassic Park, ont profondément marqué la culture populaire. Pourtant, cette représentation, bien que largement impressionnante, ne reflète que partiellement la réalité scientifique. Les recherches paléontologiques récentes, notamment celles intégrant l'analyse fine des fossiles, l'étude des traces de morsures, la modélisation informatique des comportements et la reconstitution des écosystèmes du Crétacé terminal, apportent aujourd'hui un éclairage plus nuancé. Elles révèlent un prédateur, à la fois complexe et multifacette, capable d'une large gamme de comportements allant de la chasse active à l'opportunisme en matière d'alimentation, utilisant ses capacités sensorielles avancées pour optimiser ses stratégies. Par ailleurs, les études sur la physiologie de T-Rex montrent que ce dinosaure était dynamique, plus agile et rapide qu'on ne le croyait auparavant, avec un métabolisme potentiellement intermédiaire entre ceux des reptiles et des oiseaux. Cela bouleverse l'image traditionnelle de la bête lente et massive et présente un animal vif, peut-être doté d'un comportement social ou au moins d'interactions intra-espèces complexes. Ces avancées scientifiques contribuent aussi à mieux comprendre son rôle dans l'écosystème, non pas simplement comme un prédateur brutal et solitaire, mais comme un acteur clé de la structuration des communautés d'animaux, régulateur des populations d'herbivores, mais aussi participant au recyclage des ressources via son comportement charognard. Dans l'imaginaire collectif, Tyrannosaurus rex symbolise l'évolution, la force brute, mais aussi la disparition et la transformation. Son rôle dans la narration de l'histoire de la vie sur Terre en fait une porte d'entrée fascinante vers la compréhension des processus d'évolution, d'adaptation et d'extinction. Ce dinosaure agit comme un pont entre le passé lointain et la science contemporaine, captivant l'attention des jeunes comme des adultes, des experts comme des novices. Par ailleurs, les nouvelles technologies, telles que l'imagerie 3D, la simulation numérique et même la bio-inspiration robotique, continuent d'alimenter la recherche sur T-Rex. Ces outils permettent non seulement de visualiser sa morphologie et son comportement avec un réalisme inédit, mais également de poser de nouvelles questions sur la biologie des grands prédateurs disparus. Enfin, l'héritage du Tyrannosaurus rex dépasse la recherche scientifique pour influencer la conservation de la nature aujourd'hui, rappelant les fragilités des écosystèmes et la nécessité d'une gestion respectueuse de la biodiversité. Dans un monde où la menace d'extinction plane toujours, ce prédateur disparu incarne une leçon d'humilité et une source d'inspiration pour la préservation de la vie terrestre. Ainsi, le Tyrannosaurus rex, au croisement de la science, de la culture et de la conscience écologique,
continue à fasciner et à enseigner. Grâce aux efforts continus des chercheurs et à l'enthousiasme du public, ce géant du passé conserve sa place unique dans notre imaginaire, vivant par-delà les siècles dans l'histoire de la vie sur Terre.